mercredi, vendredi, sur metatv.org, 21h, minuit. Voilà, comme quasiment maintenant, depuis le début de la saison, vous commencez à être habitués. Un grand bonjour pour commencer à la régie, un grand bonjour évidemment à tous les modérateurs et un grand bonjour à tous les métanautes. Vous connaissez maintenant la formule libre antenne, il n'y a pas d'invité. On est entre nous, c'est vous qui faites le sujet, c'est nous aussi un peu. Surprise en deuxième partie, on a dit qu'on l'annonçait pas, mais on annonce la surprise. Au moins, peut-être que ça portera moins l'œil que d'habitude. Voilà, en tout cas, on va faire la première heure des bunkages actualité comme d'habitude, avec, je sais que vous aussi, vous êtes dans les starting blocks, avec évidemment toutes les nouvelles du jour et des avant-jours, puisque tout est en train de se dégoupiller, de se confirmer, on va dire, au niveau de certaines choses. On voit que, il y a eu des élections en Syrie, évidemment, élection désavouée. Alors, il faudrait savoir, ça fait des années qu'on nous dit, c'est pas démocratique, c'est la dictature, c'est un méchant garçon, etc., etc., etc. Et puis, quand il y a des élections, non, c'est pas bon, c'est pas des élections, c'est pas, etc. Voilà, ils sont absolument jamais contents. La Russie, semble-t-il, a vraiment été, j'ai envie de dire, d'une main de maître de diplomatie et de décisions militaires dans cette région qui ont fait basculer le conflit en sa faveur. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des Américains un peu dépités. D'ailleurs, c'est quand même extraordinaire, ces Américains, sur la Syrie, mais on en parlera beaucoup. On va recevoir bientôt François Belliot qui nous en parlera beaucoup de la Syrie. On va refaire un focus, ça permettra de revenir sur cette affaire syrienne et de savoir un peu ce qui s'est passé. On peut visiblement, vraisemblablement, en tout cas, dire que les États-Unis, pour le moment, ont perdu cette bataille, quoi. Ça fait quand même des années qu'ils s'évertuent à renverser un régime qui tient bon, contre vents et marées, avec évidemment l'aide de la grande puissance qu'est la Russie, mais au final, pour quel résultat? Alors, c'est vrai que on pourrait dire qu'ils ont réussi quand même un résultat. Il y a quand même un aspect de ce résultat qui n'est pas des moindres, c'est qu'on a atomisé la Syrie au passage, un peu comme la Libye. La Libye, je pense que clairement le but affiché n'était pas de libérer les Libyens, ça c'est la bonne blague qu'on vous raconte aux 20h, mais bel et bien d'entamer sa destruction, d'installer des bases militaires et de pouvoir la contrôler en fait totalement. C'est exactement ce qui est en train de se passer en Libye, c'est le destin qu'ils avaient réservé à la Syrie, c'est ce qui s'est passé en Irak. On ne va pas oublier l'Irak. Certains d'entre vous étaient très jeunes, parce que visiblement, il y a des jeunes qui nous regardent. Vous vous en rappelez peut-être pas de cette guerre du Golfe, le retour numéro 2. Avec premier épisode avec Bush père, et puis deuxième épisode avec Bush fils. Et Bush fils, ça sonne avec boucherie que fut évidemment ce conflit contre toutes les réglementations internationales, puisque vous savez que les États-Unis étaient allés là-bas sans aucune résolution, donc sans mandat de l'ONU, qu'il faut bien le rappeler, une proposition qui n'avait pas atterri sur le bureau du Conseil de sécurité, à cause de la France en partie. On peut saluer un Jacques Chirac dans une position gaullienne, je ne sais pas comment on peut dire, qui a refusé que la France aille évidemment participe à cette guerre, mais qui avait affiché clairement son intention de mettre son veto à cette résolution, ce qui aurait quand même pour le moins mis en l'embarras les États-Unis de se manger un camouflet tel si la France votait non évidemment à cette révolution. La Russie elle aurait pu voter non, et pourquoi pas la Chine, mais en tout cas de toute façon ça suffisait, le vote de la France eût suffi à lui-même de toute façon à faire avorter cette révolution, ce que n'ont pas tenté les Américains. On se rappelle tous l'épisode Colin Powell avec vous savez, les petites fioles de pisse, comme il dit l'autre, qui dit attention et tout, on va faire exploser on va tout vous faire exploser, tel un fou d'ailleurs dans une assemblée, parce que si le mec se balade avec des armes bactériologiques, parce que je rappelle quand même, vous vous souvenez de ce petit passage, il vous sort la fiole de pisse et il vous dit attention, avec cette petite fiole-là, on pourrait éliminer une ville comme New York. Alors là, moi, quand même,
pour le moins étonné qu'il ait pu pénétrer avec dans l'enceinte de l'Assemblée Générale, qui nous présente ça devant comme ça en disant bah on pourrait tuer une ville comme New York. Alors, oui, dis-nous tout de suite, c'est un factice, c'est pas le vrai truc, je sais pas. Enfin, tout ça, c'était plutôt drôle, hein, vous savez, c'est un peu... aujourd'hui, vu avec le recul, la mascarade mise en place, sachant que Colin Powell, depuis, s'est désavoué lui-même, tout comme le gouvernement américain, puisqu'il a confessé, évidemment, avoir menti dans cette séquence pour, comme lui avait demandé son cher président, George Bush. Donc, il a joué les rôles de courroie, comment on dit, de fusible. Voilà, c'est lui qui était chargé de faire le sale boulot pour justifier les actions de l'administration américaine qui voulait se justifier de l'injustifiable et aller envahir un pays souverain au nom de prétendues armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées. Puis ils ont avoué après tout était faux aussi. On n'a jamais trouvé d'armes de destruction. Ils ont jamais. D'ailleurs tous les rapports, c'est ce qu'ils disaient tous les rapports à l'époque, hein, tous les experts, la IEA, machin, etc. Y compris les services secrets américains. Pour vous dire, hein, on connaît, il y a eu un passage, vous savez, avec un agent des services secrets américains qui a porté sa démission. Je me rappelle plus le nom, on pourra trouver facilement, mais qui à l'époque avait démissionné parce qu'on l'avait mandaté pour effectuer une mission au Niger pour enquêter sur le fait que l'Irak se fût peut-être chercha en tout cas acquérir de l'uranium au Niger. Tout ça est complètement bidonné. Cet agent, c'est Wilson, quelque chose comme ça, avec Charlie Wilson, quelque chose comme ça, qui va en fait donner son rapport à George Bush en disant mais non, l'Irak n'a jamais cherché à acquérir de l'uranium. Et finalement, son rapport, une fois dans les mains de l'administration, est modifié. On dit exactement le contraire. Ah bah comme dit l'agent Wilson, l'Irak a cherché un machin. Alors le gars, le jour où l'annonce est faite, il démissionne. Ce qui, évidemment, pour désavouer l'administration, et l'administration, pour se venger de cette démission, évidemment, hein, qui la mettait mal, a balancé dans la presse, en fait, le nom de sa femme, qui, elle aussi, travaille pour les services de renseignement, mais sauf qu'elle était dans des réseaux au Moyen-Orient, très impliquée, disons qu'on a mis en parterre 20 ans de travail de cette femme. Ce qui c'était jamais vu, d'ailleurs, dans l'histoire des États-Unis, de balancer des noms d'agents de la CIA en place, etc. Bon, et c'était un vrai coup venu de la Maison-Blanche pour se venger de ce monsieur qui avait osé dénoncer le mensonge, quelque part, de cette administration, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. On me dit, c'est la présentation du débunkage. Non, c'est pas toujours. Non, le débunkage, c'est après. Hein. Il y a beaucoup de nouveaux en ce moment. Beaucoup de New Jackeries, les petits New Jack, ils savent pas même qu'est-ce que ça veut dire New Jack. C'est tellement ils sont New Jack. Vous êtes encore pire que des apprentis francs-maçons à la cérémonie du bandeau en train d'attendre dans la pièce à côté avec votre petit crâne. Jusqu'à qu'on vous fasse rentrer dans la pièce pour enfin découvrir la lumière. Oh, ils vont tous... Là, ça y est, c'est parti, les complots déçus. En tout cas, cette semaine, voilà, je voulais parler de ces, évidemment... Alors, évidemment, sujet inévitable, on est obligé de mettre un mot dessus, mais je sais qu'aussi, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez, parce que lundi, on va recevoir mobilisation générale et Nuit debout, puisque ce sont deux mouvements qui... Alors, ils n'ont pas fusionné, hein, ils m'ont expliqué, mais ils collaborent. Voilà, ils collaborent ensemble donc pour organiser, c'est eux qui sont à la manœuvre pour organiser les manifestations dans toute la France, comme vous le savez. Et ce sera vraiment l'occasion, on va dire, de leur poser toutes les questions sur ces mouvements sur lesquels vous aussi, vous avez beaucoup de questions. Voilà, j'ai vu, c'est quelque chose, évidemment, ça nous interpelle tous. Des vidéos qui sont sorties, on a vu la vidéo là, du cercle des volontaires aussi récemment, très intéressante sur ce sujet. Voilà, ça permet évidemment de se faire une opinion sur ce qui est en train de se passer et que tout ça paraît hautement, évidemment, pris en main par certaines personnes. Hein, quand on voit le logo Nuit debout
et que vous connaissez le logo des Révolutions Orange, de ce qu'on appelle Hotport, cette organisation, vous connaissez un peu l'historique hein, des révolutions colorées, qui est-ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne, etc., eh ben, vous ne voyez plus ce mouvement de son gentil petit œil innocent hein, de personnes allant planter des jardins hein, pour exprimer leur mécontentement envers la société ou je ne sais quoi. En tout cas, tout ça apparaît plus comme une espèce d'opération qui est en train de s'abattre sur la France. Après, dans quel but? Ça, évidemment, mystère, mystère, mystère. Mais une opération de déstabilisation, probablement. Voilà. Des hippies sur Meta TV. Oui, voilà, des hippies. Ils sont gentils, ils commencent à se faire troller. En plus, c'est les modérateurs qui trollent. On n'est pas sortis de l'auberge. Mais faudra pas trop troller ce soir-là, les gars. On y va doucement. On est là pour comprendre qu'est-ce qui passe, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Il ne faut pas des fois juger trop hâtivement. Bien sûr, on est tous au courant de ce qui s'est passé à Paris, l'épisode Sylvain Baron, vous en doutez bien qu'on ne pourra pas échapper à cette question sous aucun prétexte, évidemment, parce que c'est évident que comme pour l'ensemble des mouvements, quelque chose que j'avais expliqué la semaine dernière, mais on sait, je sais qu'on est vraiment tous, beaucoup, en tout cas on est beaucoup à être d'accord là-dessus, hein, c'est que tout ça est toujours bien pris en main, bien encadré par l'extrême gauche, et ensuite ces mouvements arrivent dans le mur. On en parlait avec Alain Benajam, et je trouvais que effectivement sa conjonction extrême, c'est-à-dire la conjonction de l'extrême gauche, évidemment, des groupes nationaux, c'est précisément évidemment ce qu'il faut empêcher dans ce pays, ce qu'il faut absolument empêcher, ce qu'il s'évertue à faire. Voilà. Et peut-être que c'est un peu la clé, on va dire, pour peut-être libérer, se libérer d'une situation qui est en train de pourrir de toute façon. Il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Alors, on me dit, c'est quand l'émission avec Nuit debout? Lundi prochain. Voilà. Alors, il n'y a pas eu que les États-Unis qui ont perdu cette bataille, c'est l'OTAN et aussi donc la France. On nous parle dans les médias encore aujourd'hui un reportage de la Syrie après 5 ans de guerre civile. On ne sait pas ce qui s'est passé depuis 5 ans, qui les a libérés. On ne parle pas de la Russie, bien sûr. D'après ITélé, la paix est revenue, comme par miracle. Et le quid méchant Bachar el-Assad, il aura bientôt la région d'honneur par Hollande. Bah oui, c'est vrai, c'est tout à fait les reportages typiques, évidemment, dans nos médias, où clairement, voilà, on ne veut pas, ils font une espèce de déni de la réalité sans cesse, parce que l'ensemble de leur ligne éditoriale, alors surtout sur ITélé, c'est assez intéressant, parce que ITélé, en plus, c'est Olivier Ravanello qui traite ces questions-là, hein, les questions internationales, et dès que vous écoutez Olivier Ravanello, vous avez la position absolue de ce qu'est pour moi, celle du gouvernement, voire même des fois celle de ce qu'on appellerait l'Empire, vous voyez, par extension, c'est-à-dire souvent les positions de l'OTAN, etc. Il s'aligne complètement, c'est-à-dire il est anti-russe, il est anti-Chavez, anti-Bachar el-Assad, les guerres c'est toujours très bien, puis quand ça tourne au vinaigre, hein, on nous dit c'est pas de notre faute, les djihadistes, oui, il faut combattre le djihadisme, mais quand ce sont des djihadistes qui combattent à nos côtés, on appelle ça des rebelles modérés, voilà, il a tout le discours, la forme, la novlangue qui va avec, il est assez spectaculaire, hein. Olivier Ravanello, faut écouter ses éditos, c'est assez spectaculaire, hein. Il pourrait être porte-parole du ministère des Affaires étrangères, je pense que on pourrait pas faire mieux, quoi. Et donc, ITélé, c'est assez savoureux, hein. Quand il commence à faire des chroniques internationales, c'est à dormir debout, tiens, on parlait de Nuit debout, et ben à dormir debout, réellement, ouais. Alors, on me dit, oui, qu'as-tu pensé du commentaire de Char sur le mouvement du debout? Bah écoute, je trouve ce commentaire parfaitement justifié, dans la mesure où les antifas qui ne cessent de s'acharner sur un personnage comme Chouard, mais on comprend l'indécence de ces gens-là, où est-ce qu'elle leur limite, hein, c'est-à-dire que la personne qui vient pour vous expliquer, vous donner des clés de compréhension pour rétablir un système démocratique, on l'appelle fasciste. C'est lui le fasciste. Hein, et c'est eux là, les mecs qui se baladent avec des Doc Martens coquets, hein, qui sont 10 contre 1, hein, parce qu'ils sont toujours comme ça. C'est ça aussi, hein, les mecs, c'est toujours à 10 contre 1. Hein, c'est jamais du 1 contre 1, tout ça. Hein, ça arrive à 10 contre 1. Oui, c'est toujours dans ce genre de rapport de force, armé, hein, et contre Chouard. Évidemment qu'il n'a pas envie d'aller là-bas pour avoir des problèmes
ou voilà, provoquer une altercation avec ces gens-là. De toute façon, ces gens-là, moi je le dis clairement, sont des abrutis. Hein, de toute façon, ils ne me portent pas dans leur cœur. Hein, voilà, hein, sans que je les connaisse d'ailleurs. Hein, on ne se connaît pas entre nous, pourtant ils ne me portent pas dans leur cœur. Je le sais très bien. Mais voyez les réactions. Et après, quoi, ce serait nous les violents, ce serait nous les gens nuisibles, ce serait nous qui serions dangereux pour la société. Hein, c'est Chouard le fasciste. Étienne Chouard. Hein, il est quoi? Parce qu'Étienne Chouard, il n'est pas assez gauchiste. Hein, c'est pas comme Ruffin, c'est pas comme Lordon, c'est ça. Il n'est pas assez. Il pue pas assez la gauche. Hein. Chouard, oui, il n'a pas peur de venir parler à des gens parce qu'il n'a pas la considération justement de ces gens-là. Il a le respect, lui, il prend les gens pour ce qu'ils sont et il a bien compris, lui, Chouard, que cette action, qu'une révolution, c'est dans son ensemble. Hein. On ne choisit pas le peuple. Les gens là, de l'extrême gauche qui se prétendent sans cesse d'un ADN antiraciste, que eux représenteraient le peuple et tout, mais en quoi ils représenteraient plus le peuple que nous autres? Nous représentons tous le peuple. Eux comme nous sommes inclus dans le peuple. Même ceux qu'on n'aime pas, ils sont dans le peuple. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc quand ces gens-là qui prétendent sans cesse nous donner des leçons de démocratie, qui voient du fascisme, qui hurlent partout, hein, et ben qui viennent déjà s'asseoir et parler, discuter, débattre avec des gens avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Et c'est ça la meilleure preuve de la démocratie. Tout le reste, hein, c'est une espèce de littérature. Voilà. Et en plus, moi, ce que je reproche, voilà, quant à nos grands médias qui sans cesse vont s'extasier sur, soi-disant, les folies de l'extrême droite, comme on avait connu avec l'affaire Clément Mérite, par exemple. On a eu toute une assemblée nationale qui fait machin, etc. Mais qu'eût-il été dans le cas inverse? Et quand les militants d'extrême gauche, ils tabassent des gens, ah ben là c'est justifié, on dit ah c'est normal, on les laisse faire. Hein, alors que ce sont des milices violentes. Ces gens-là sont violents. Ils sont aussi violents que la LDJ, ils sont aussi peut-être même encore plus violents. Hein, mais ils jouent dans la même cour. Hein, ils jouent en plus, vous avez vu toutes ces images, ils agressent des journalistes, ils agressent des gens, ils agressent tout le monde. Ils sont extrêmement agressifs. Ce sont de véritables fascistes. C'est le fascisme d'extrême gauche. Hein, parce qu'il faut le nommer aussi, parce que eux se prétendent antifa, moi qui ne veux rien dire du tout, antifa, ce sont des fascistes d'extrême gauche. Hein, et comme c'est de l'extrême gauche, ce serait soi-disant recevable, admissible, oui, c'est de l'extrême gauche, c'est convenable. Hein, ce qui est inconvenable, c'est l'extrême droite, mais l'extrême gauche, ça passe. Hein, les mecs se comportent comme des voyous, ce sont les pires fascistes, certainement en ce moment, puisque ces gens-là, ils n'ont qu'un objectif. Les antifas, moi, comment je les vois? Ce sont des gens qui sont là pour empêcher la contestation dans la rue. Parce que, à un moment donné, le système, il a les moyens de vous empêcher de parler dans les grands médias. Ça, c'est en un clin d'œil, vous ne passerez dans aucune télé, dans aucune radio, ça, c'est pas un problème. Il a les moyens de vous stopper sur Internet. Après tout, hop, je fais sauter le site Internet, etc. Je coupe vos comptes, etc. Vous handicapez, vous pourrez toujours apparaître, mais on peut vous faire chier sur Internet. On vous censure sur Internet, etc. Les gens qui ont fait 20 comptes Facebook, moi-même ça m'est arrivé, j'ai arrêté de faire des comptes à cause de ça. Donc, c'est possible. Mais il y a un truc, là, normalement, c'est difficile, très difficile de vous empêcher, c'est de vous prendre vous-même, et puis je vais là, dans la rue, je parle à Madame Michu, qu'est-ce qui peut m'empêcher de le faire? Je parle à mon voisin, je vais là, je lui donne même un tract, qu'est-ce qui peut m'empêcher de le faire? Rien, à part ces antifas. Parce que eux, ils sont là pour occuper la rue, ils sont là pour empêcher tous les véritables opposants de s'exprimer. C'est pour ça qu'ils débarquent dans les conférences, qu'ils font des menaces, des pressions. Quand quelqu'un vient dans une ville, après vous avez tout de suite des tonnes d'articles. En plus, on n'est pas dans l'appel au meurtre, mais pas loin. C'est l'appel quand même à mettre le désordre, puisqu'on dit aller perturber la conférence. Hein. On voit pas les mecs d'extrême droite mettre des trucs sur Internet pour dire d'aller perturber des conférences je sais pas, de personnalités d'extrême gauche. Ça n'existe pas, il n'y a pas l'équivalent. Hein. C'est que dans ce sens-là que ça marche. Et ces gens-là, donc, occupent la rue et ont pour mission d'apeurer, justement, toutes les initiatives dans la rue. Hein. Et c'est pour ça, c'est pour créer cette tension dans la rue. Ils créent cette tension dans la rue. Vous avez vu, regardez les reportages qui ont été faits sur l'affaire des migrants, de ces associations d'extrême gauche, là, No Borders, etc. Dedans,
on voyait que même l'essentiel était de l'aveu même des flics. Il y a un flic qui est passé, c'était dans les grandes gueules, il en parle, c'était un mec qui était à Calais là, pendant les événements, là, vous savez, qu'on a vu les migrants qui ont été pris d'assaut les ferries pour essayer de passer de l'autre côté, et ben, il disait clairement que tout ça était encadré, organisé, monté par ces associations, donc le NPA aussi qui trempe là-dedans, mais essentiellement les associations de No Borders, là, et qui, clairement, étaient composées d'étrangers, des mecs venus d'Allemagne, de Hollande, des Anglais, des Allemands, en tout cas, il n'y avait pas de Français là-dedans, quoi. Donc ça devrait quand même nous interpeller. Et les antifas, vous voyez bien en plus que ce sont des bandes, soit de vieux routards, de vieux briscards, qui ne m'inspirent aucune confiance, hein, comme Rouillant et compagnie, tu vois, qui veulent nous expliquer, voilà, hein, ce que c'est que la vie, parce qu'eux auraient été, soi-disant, de grands militants violents de l'extrême gauche, et donc ces gens-là qui vont nous expliquer comment ça se passe. Et puis, donc je ne vois pas pourquoi j'aurais confiance en ces gens-là, je suis désolé. Et donc de petits jeunes, avides finalement de sensations fortes, souvent de milieux favorisés, et plutôt de communautés ethniques, comme on dit, de Français de souche. Hein, d'ailleurs, étrangement, ces antifascistes qui prétendraient combattre un fasciste s'attaquent régulièrement à des Noirs, des Arabes, justement, qui sont prétendument aussi, dans leur paradigme, les victimes de ce même fascisme. Hein, parce que c'est très compliqué. Hein, on est presque là, au bord d'une psychologie, une thérapie de groupe pour ces gens-là, quand on va envisager peut-être la grève de cerveau généralisée, parce que ils se sont les alliés objectifs, en plus, de l'impérialisme qu'eux aussi ils prétendent combattre, hein, parce qu'ils prétendent combattre l'impérialisme, etc. Ils ont plein de bonnes idées comme ça, et puis on combat l'impérialisme en empêchant les conférences d'Étienne Chouard ou de François Célineau. Belle façon de combattre l'impérialisme, hein. Ce ne sont pas les petits suppôts de l'impérialisme, justement, hein, les idiots utiles en plus, parce que je pense que la majorité sont des idiots, au sens idiot, ils ne comprennent pas. Bonjour Tristesse, vous êtes bien dans le pays où... C'est-à-dire pour moi, ils sont pétris d'une idéologie, hein, donc ils appliquent, vous savez, une idéologie, il y a des dogmes, on n'y bouge pas, c'est même pas la peine de toucher une virgule ou un point à la ligne, donc ils s'y appliquent, et se donnent une identité à travers ça. Mais les gens qui doivent être au-dessus, qui, eux, doivent bien percevoir, doivent être ceux qui doivent cibler les actions, etc., et qui donnent en plus une existence à ce mouvement qui n'est soutenu, rappelons-le, mais par personne, qui est infime. Hein, c'est pas du tout populaire. D'ailleurs, même dans les banlieues, il y a très peu, finalement, de gens qui tombent dans ce travers antifascisme, etc., c'est vraiment pas les plus importants. Et pour cause, je pense que les banlieusards qui ont réfléchi, en plus souvent les antifascistes, sont anti-religion. Ce qui est un peu aussi très contradictoire. Mais ils sont plus à une contradiction près. Hein, mais bon, pour des gens très tolérants, c'est eux qui vont nous apprendre la tolérance. Alors imaginez si vous leur filez le pays à ces gens-là. Eh ben dis donc, on sera pas dans la merde. Hein. Si c'est eux qui doivent prendre le relais demain, franchement, je crois que je préfère voter Sarkozy. Hein. Non, mais je vous le dis, clair comme de l'eau, quoi. Alors, qui serait derrière les grèves actuelles? Pourquoi le Front National, si populiste, se retourne contre Nuit debout? Peut-être que le Front National, si populiste, effectivement, mais Front National très au courant de ce qui se passe sur Internet, le Front National. Et je crois que le Front National est en pointe sur cette information, justement, Internet. Pour moi, c'est un des partis en pointe, évidemment, dans ce domaine. Ah, il y a l'UPR aussi, mais l'UPR est bien plus petit que le Front National. C'est pas comparable quand même en termes d'impact. Et le Front National est clairement en pointe sur Internet. Et ils doivent avoir, évidemment, toutes les infos que nous possédons, on ne va pas se leurrer, et ils analysent, ils ont la même grille de lecture, donc à partir du moment où ils adoptent cette grille de lecture, ils ne peuvent pas être pour ce mouvement, parce qu'ils savent très bien qu'eux-mêmes, par exemple, ne seraient pas les bienvenus dans ce mouvement. Ils voient que le mouvement est repris en main par l'extrême gauche, etc., que tout ça est très politisé, plus qu'il n'y paraît, parce que ces gens-là prétendent aussi être apolitique, ou dire nous ne faisons pas de politique. Et pourtant,
ce sont les premiers à dire, ah bah lui il pense comme ça, on le vire. Mais c'est tout le contraire de quelqu'un qui est apolitique. C'est précisément l'inverse. Puisque ce sont des gens, donc justement, qui ont une idéologie politique très précise, et ceux qui ne rentrent pas dans le cadre de cette idéologie, eh ben, comme le précise d'ailleurs cette idéologie, puisque l'extrême gauche, c'est une idéologie fasciste d'extrême gauche, ce sont des fascismes et de l'extrême gauche, donc ils ne supportent pas la contradiction. Toute contradiction, on doit l'éjecter, la détruire, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne vit pas avec la contradiction, c'est l'inverse de la démocratie. Et donc, sous ce drapant comme ça de cet habit du révolutionnaire, ils voudraient nous faire croire que ce seraient eux les démocrates, que ce seraient eux qui vont nous apprendre le b.a.-ba en fait du débat démocratique, qui consiste à accepter déjà que son voisin s'exprime, même si on n'est pas d'accord avec lui. Et ben même ce b.a.-ba là, visiblement, c'est trop difficile. Alors, on me dit, que penses-tu du fait qu'apparemment on parle de dépénaliser le cannabis? On en parle, ça fait 30 ans qu'ils en parlent, hein, pardonnez-moi, mais c'est pas la première fois que ce débat est quand même dans les chaussettes. Ça fait longtemps qu'on nous en parle. Peut-être, ce serait une façon de faire oublier un peu le marasme ambiant, mais pour moi, c'est vraiment encore de la poudre aux yeux pour peut-être amuser la galerie. Alors, Valls n'en est plus à ça près, il faut qu'il fasse oublier un peu ce bilan catastrophique, quoi. Je rappelle quand même, il y a une élection présidentielle l'année prochaine. Peut-être. Faut dire ça. Maintenant, il faut mettre des guillemets partout, parce qu'on est tellement sûr de rien, les choses vont vite. En plus, si je m'en tiens à la numérologie, nous serions en 2016, 16 plus 2, 18. Donc, c'est une année très particulière du point de vue mystique. Toutes les années en 18. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Voilà, on en reparlera peut-être. Alors, bonsoir. J'ai entendu qu'il allait y avoir une émission sur la Terre plate de programmer. Ah bon? Il est plus au courant que nous. Non, je ne crois pas. Mais pourquoi pas, après tout, oui, une émission sur la Terre plate, ça fait longtemps qu'on voulait en organiser une. Si on trouve toutes les personnes, on va dire, qui est le niveau nécessaire pour pouvoir le faire, on le fera avec plaisir. Maintenant, il faut qu'il y ait quand même un minimum d'éléments, quoi, qu'on puisse leur amener. Mais oui, c'est une émission qui nous intéresserait. D'ailleurs, à ce propos, vous avez qu'à regarder, il y a Rock Sucker qui sort une émission, hein, d'ailleurs, qu'on diffuse nous aussi sur la chaîne, qui est excellente à ce propos, quoi. Et il en parle, il aborde le sujet, il vous explique. C'est très bien, c'est très très bien. Il ouvre une brèche, moi aussi je trouve que c'est très bien. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Que penses-tu des réseaux sociaux tels que Periscope dans le suivi d'événements tels que Nuit debout, les manifestations en direct? Est-ce que les médias permettent de montrer les violences tant du côté des manifestants que des policiers? Quelle pourrait être l'origine des casseurs dans ces événements? J'en sais rien. Les casseurs, souvent, sont des flics, hein. C'est ce qu'on s'aperçoit. Mais on apprend, évidemment, si c'est des flics, ça va être difficile à rappeler, parce que ce sont d'autres flics qui doivent les arrêter. Mais on sait que, oui, il y a carrément beaucoup de flics cachés avec des cagoules, tu vois, avec des trucs qui, visiblement, sont là pour perturber les événements, hein. C'est une évidence. Donc, à chaque fois, ça discrédite évidemment le mouvement. Donc, il faut se demander qui leur donne l'ordre à ces flics. D'où viennent les ordres? Alors, ne penses-tu pas que le mouvement Nuit debout est une suite logique à la campagne de discrétisation? Ouais, je dirais la campagne de discréditisation, je sais pas comment on peut dire, des complotistes qui sert à nous endormir en nous faisant croire qu'on se révolte. Ah bah pour moi, ouais, je le vois comme une soupape de sécurité, ouais, la cocotte minute. Vous savez, vous connaissez le principe de la cocotte minute, hein, il y a la soupape pour que la vapeur s'échauffe, pour pas que la cocotte minute explose. Ben ça, visiblement, Nuit debout, ouais, ça fait un peu ça, quoi. On garde comme ça la cocotte minute, vous êtes bien au chaud, vous n'allez pas vous révolter ou vous poser des questions autre chose. Moi, des mouvements comme ça qui sont repris par l'ensemble des médias, qui le poussent, qui en parlent sympathiquement,
J'avais tendance à me méfier. Alors voilà, bon, évidemment, on va dire c'est pas un argument, parce que évidemment les médias peuvent s'intéresser aux choses. Mais comme c'est dit un peu dans le reportage justement du Cercle, il paraît qu'ils étaient 150 au début. Avant les 150, il y avait quand même toute la presse nationale qui était là. Des mouvements comme ça, il y en a eu beaucoup, on n'a pas vu la presse nationale débarquer. Je reste quand même un peu circonspect sur les circonstances réelles dans lesquelles ce mouvement s'est imposé. Et évidemment, la suite des événements démontre la mainmise de récupération politique de l'extrême gauche comme d'habitude. Et ça, c'est pour le moins pas très rassurant pour la suite des événements. Voilà. Alors, est-ce que tu as vu la vidéo qui fait scandale du reportage du Petit Journal sur le banquet de Rivarol, interview d'Henri de Lesquen et extrait d'un discours de Forisson sur le problème des fumées blanches, de la fumée blanche? Eh ben non, je ne l'ai pas vu. Mais par contre, maintenant, ça m'a donné envie de le voir. Ça, c'est clair et net. Je ne l'ai pas vu. Mais ils sont chauds en ce moment, vous voyez, c'est marrant qu'ils fassent ce genre de truc, quoi. Ils veulent s'inspirer d'Internet. Oui. Alors, pourquoi ne pas directement inviter un antifa sur Méta TV pour qu'il puisse nous aider à comprendre ce qu'est ce mouvement? Mais ils refuseront de venir, ma princesse catholique. Hein? Et pourquoi pas princesse musulmane? Non, non, mais ils refuseront de venir. Ils viendront pas. Ils viendront pas. Par définition, ils te le disent eux-mêmes. L'ennemi, on ne débat pas, on le combat. Donc pour nous, pour eux, venir ici, ils nous considèrent déjà comme des ennemis. On est déjà des ennemis à leur sens. Donc ils ne viendront pas. Je peux garantir, ils ne viendront jamais. Et puis j'ai pas tellement envie qu'il y ait des membres d'Antifa qui viennent non plus. Peut-être pas non plus la meilleure chose. Mais ils ne viendront pas, de toute façon. Même pour discuter, ma blanc, ils ne viendront pas. Regardez, vous avez l'autre. Bah regardez, Chevalier Bayard, là. Le roi de la déculottée, là, qui était venu, pareil, avec ses potes Antifa. Bah, vous voyez, au dernier moment, il n'est pas venu. Voilà, il jubilait sur... Voilà. Donc oui, les Antifa, je veux dire, ça sert à rien. Je vous assure que le problème n'est pas venant de nous. Nous, on est prêt à parler avec tout le monde. Un Antifa, on serait prêt à l'inviter, c'est pas un problème. On a une question à lui poser. Mais lui, il n'acceptera pas le jeu. Et en plus, immédiatement, ça tournera au pugilat, au sens où il pensera que nous, on représente une certaine vague. Voilà. Qu'il va nous traiter de soralien, ou je ne sais quel joli adjectif. Alors, on me dit, à quand une émission sur la maçonnerie de Prince Hall? Ouais, la maçonnerie des Noirs américains, j'imagine. Oui, bah, il faut trouver le spécialiste, hein, c'est comme d'habitude. Hein, c'est toute une question de trouver les bonnes personnes pour être capable de parler de ces choses-là. Alors, on me dit quoi? Concernant l'évasion d'Hitler, non, je n'ai pas vu le reportage. D'accord. Eh ben non, je ne l'ai pas vu. J'irai regarder. Et puis, oui, bah, Hitler, il s'est probablement échappé. Tout. Bon, j'en sais rien, on verra. Alors, le gouvernement s'attendait à ce genre de réaction citoyenne avec ce genre de proposition. Lors de la négociation du projet de loi, quels seront les points que le gouvernement essaiera de faire passer en priorité? Bah ça, c'est intéressant, je ne sais pas. Moi, visiblement, je pense que c'est tout ce qui concernera les indemnités, les trucs de liberté, là aussi, dans les entreprises, de faire sauter les conventions collectives. C'est ça qui est le plus important. Après, le saupoudrage, on l'éliminera. C'est comme sur un gâteau, on enlève juste le sucre glace, on remet une couche de chocolat, et puis tout le monde est content, quoi. Mais voilà, ils vont visiblement peut-être enlever des réformettes, comme on dit, mais l'essentiel passera. Ça fait longtemps que c'est prévu, hein. Même il y a une vidéo d'Asselineau excellente où il explique. Moi, quand j'étais au UPR, ça faisait des années déjà. À l'époque, déjà, il nous expliquait que voilà, il y avait ces rapports, tout était déjà dans les tuyaux de la Commission européenne. Et donc là, ce n'est que l'accomplissement d'une politique qui a été décidée en amont à Bruxelles. C'est tout. Il ne faut pas chercher à comprendre plus loin, quoi. Ceux qui veulent, c'est pas du complot et tout ça est vérifiable. Hein, tout ça est sourcé, vérifiable. Hein. Je suis comme Reichstadt. Hein, tout ça est vérifiable, sourcé. Il ne nous montre pas les choses. Bah, moi non plus, je ne le montre pas. Je dis tout ça est vérifiable et sourcé. Hein, je suis comme lui. Tu vois. Mais tout ça est vérifiable et sourcé. On peut vous-même vous donner les noms si vous voulez. Mais
c'est simple, c'est l'application des politiques européennes qui a été décidée à Bruxelles depuis longtemps. On a demandé à la France de libéraliser son marché du travail, que c'était un marché qui était beaucoup trop rigide. On parle de flexi-sécurité, ça fait longtemps qu'on vous en parle. Et ben voilà, ce n'est que cette application-là. Alors on me dit, je vois comme une nuit debout, comme un leurre qui va grandir jusqu'à la présidentielle à l'image de Mélenchon. Mais si jamais ce mouvement perçait, à quoi peut-on s'attendre? Sincèrement, je ne le vois pas percer à cause de ça, parce que tout ce qui est faux, à moins qu'il y ait une action, alors comme on a vu l'autre fois, apparemment, ceux qui ont voulu partir pour aller au domicile de Valls, c'était l'idée spontanée, etc. Donc après tout, s'il en ressort quelque chose, ça peut être qu'une action comme ça, spontanée, qui va faire des coups d'éclat. Mais sur la longueur, quand on part avec une idéologie comme eux, on reste dans l'idéologie, on va pas très loin. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'extraterrestres sur Méta TV. A-t-on déjà parlé d'extraterrestres sur Méta TV? C'est marrant de dire ça, parce que des émissions sur les ovnis proprement dit, on n'en a jamais eu. On n'en a jamais eu. Bon, on a parlé une fois des reptiliens, si, avec Paul Ponceau. Mais est-ce que c'est parler des ovnis? C'est peut-être pas tout à fait pareil. Voilà. Alors, sait-on exactement qui finance les antifas? Ça semble trouble comme pour les Femen. Eh ben, c'est un peu le même principe. On n'a pas réussi à savoir qui finance tout ça, qui finance ces sites. Hein, sur le hashtag, tout est clair, hein, mais non, mais il y a même pas. C'est nous les méchants odieux financés par l'Iran. Hein, ce qui sous-entend dans le reportage de France 2. Hein, c'est nous les méchants, on ne sait pas d'où viennent les financements, est-ce que c'est les Russes, l'Iran, on ne sait pas. Voilà. Donc nous, on est visiblement les méchants. Mais eux, on n'a aucune info, on ne sait pas d'où vient l'argent, on ne sait pas combien ils sont, visiblement on a pignon sur rue pour certains, on sait, mais d'autres on ne sait pas vraiment qui. En tout cas, ils ont le bras long, ils ont le bras très long. Ils font interdire les conférences, ils font interdire les gens, et puis ils font des descentes, des machins qui ne sont jamais punis, quoi. Alors, au sujet du mouvement Nuit debout, malgré le fait que le mouvement soit politisé, ne penses-tu pas que ça permet aux personnes qui n'ont pas assisté à des débats de ce genre d'ouvrir leur esprit vers une nouvelle façon de penser, d'échanger et même peut-être de faire évoluer les gens du système? Ah non, je ne le pense pas du tout. Je pense que pour moi, quand tu vas dans les assemblées générales, apparemment c'est très cadenassé, on ne peut pas s'exprimer, machin. C'est quand il y a quelqu'un qui vient comme, je vais dire, comment dire, la personne, voilà, Sylvain Baron, et puis qui se fait jeter lamentablement, traité de fasciste, visiblement, avec des gens avec des couteaux, c'est eux qui sont là pour établir la démocratie, bah, permettez-moi d'en douter, quoi. Voilà, je me permets de douter de ce genre d'initiative, si ce sont ces jeux, parce que c'est ça le truc, à un moment donné, il faut tirer les conséquences aussi d'une chose, parce que là, si ce sont les organisateurs qui en sont dans cet esprit-là, qui nous parlent, mais Sylvain Baron, raciste, je sais pas quoi, mais on croit tomber sur la tête, quoi. On croit rêver, quoi. C'est pas connaître déjà lui ni sa vie privée, mais en plus, c'est tellement mais à l'opposé, à l'opposé de ce qu'il est, c'est ne rien comprendre, quoi. C'est juste les gens, vous voyez, être à l'UPR, voilà, on me demande pourquoi j'ai pas quitté l'UPR. Ben voilà, être à l'UPR, c'est considéré comme étant d'extrême droite. Ça suffit pour vous qualifier d'extrême droite. Maintenant, c'est quoi Greenhouse Special? Ouais, bah, Greenhouse, tu fais pousser quoi dans ta greenhouse? de la chronique? Mais sinon, non. Mais voilà, ouais, parce que j'ai déjà expliqué des dizaines de fois, non, peut-être pas des dizaines, j'exagère, c'est mon côté marseillais, mais quand même, j'ai déjà expliqué largement pourquoi j'ai quitté l'UPR, on va pas revenir dessus. CF, les anciennes émissions. Greenhouse, on va se revoir pour la chronique. Non, Alors, le prochain mandat présidentiel en France risque d'être long et difficile. Les soutiens du mouvement Nuit debout, montrés par Messan, ne présagent rien de bon. Peut-on s'attendre à une stratégie de la tension à échelle nationale pour conserver notre république bananière, voire une guerre civile entre les communautés? Mais pourquoi pas? Eh ben exactement, là, visiblement, il y a une opération sur la France. Quel est le but? Pourquoi? Cette opération, à quoi ça va mener? Clairement, à garder le système en place, si c'est ça l'objectif. Mais pour garder le système en place,
On voit bien que les gens sont dégoûtés, il faut une autre classe politique, etc. On pourrait nous faire mettre une stratégie de tension ultime qui soit nous permet de conserver, on va dire, le gouvernement plus ou moins actuel avec une tension, ou alors changer par un gouvernement très compatissant et qui serait faussement issu d'une démocratie, enfin d'une volonté populaire. Ça, ce serait énorme. Ils seraient capables. Tous les scénarios sont possibles. Hein. Tous les scénarios sont possibles. Mais ça présage effectivement rien de bon de voir que ces gens-là s'intéressent maintenant à... Enfin, ils sont toujours intéressés à la France, mais que nous sommes l'objet, visiblement, d'une attaque. Donc ça, oui, là, l'attaque paraît claire. Et c'est signé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah ben, Ozzy, il remet de l'ordre, il a raison, ça m'évite, moi, de le redire. Alors, Manuel Valls a déclaré depuis 30 ans. Je me demande si je suis de gauche. Depuis plus de 30 ans, je me demande si je suis de gauche. Il est splendide. Je pense que c'est une manœuvre de sa part pour contrer Macron dans la conquête de l'Élysée. Que peut-on penser de ces deux abrutis? Bah écoute, je pense qu'ils sont chacun... J'ai vu que Corbanelis aussi avait son parti. Hein, la bonne alliance, je sais pas quoi. Non mais... Ça y est, ils sont tous partis, ils veulent tous faire leur parti, les mecs. Ça fait 30 ans de PS, ils se sont réveillés, je vais faire mon parti. Non, mais ils devraient tous arrêter, quoi. C'est ça le meilleur conseil, c'est que les mecs, arrêtez de faire des partis, hein, parce que des partis, d'ailleurs, qui n'intéresseront personne. Tout ça va aller dans le mur, je vous assure. Il y aura qui va s'intéresser à un parti avec Corbanelis, quoi. Le mec, il vend 500 bouquins. Non, mais qui est-ce qui va aller dans un parti avec lui? Il est déjà président chef du PS, il fait fuir tout le monde, alors il va faire un parti tout seul. Bah, vas-y, qu'il fasse son parti. L'autre, Macron, il vient de la banque Rothschild, c'est le mec qui... le jeune premier de la classe, tout beau, tout frais, c'est lui qui va apprendre aux gens à travailler. Hein, il n'a jamais travaillé de sa vie, on va dire, dans une usine, véritablement. Il a été quoi, dans des cabinets, comment dire, travailler dans des banques. Hein, c'est le petit protégé d'Atali, d'ailleurs, vous voyez, tous issus de la cour. Hein, les chiens ne font pas des chats. Hein. Et donc, voilà, c'est lui qui va nous apprendre la vie, qui veut apprendre la vie à des mères de famille qui se lèvent à 5 h du matin pour aller taffer à l'usine, hein, qui leur dit que c'est des analphabètes. Non, mais il faut quand même remettre les choses en place. Ces gens-là, vous voyez, dans le mouvement, moi, j'aimerais qu'ils soient balayés, quoi. Ça c'est mon vœu le plus profond. Alors, j'ai l'impression que le mouvement Nuit debout n'est juste que c'est un pseudo-courant dissident parrainé totalement en sous-main par l'État pour parvenir à contrôler et gérer une colère montante en France suite à la présidence calamiteuse du président Hollande. Oui, voilà, bah écoute, je pense que ce que je disais tout à l'heure, la cocotte minute, c'est la... Et après, évidemment, s'il y a des réseaux antifa, l'extrême gauche, bah, tout ça est piloté comme d'hab. L'extrême gauche, vous savez, sont les bergers de la gauche. Ils sont là pour ramener le mouton dans le bon sens, parce qu'il y a toujours des brebis égarées qui votent pas socialiste. Vous savez, et depuis ce traumatisme-là du premier tour de 2002, hein, où Jean-Marie Le Pen avait fait plus gros score que Lionel Jospin, et donc on avait accusé tous les autres de la gauche d'avoir été les fossoyeurs hein, de cette élection, même Christiane Taubira, pour ceux qui s'en rappellent. Je sais, j'en avais parlé, puisque moi-même j'avais voté Christiane Taubira à l'époque. Vous voyez, les choses, la boucle est bouclée quand elle s'était présentée à l'élection. Ah ouais, je vois, ça fustige, j'ai voté Taubira, on pourra me le reciter un jour. Mais t'avais voté Taubira? Eh ben oui, j'avais voté Christiane Taubira. Et donc du coup, la gauche avait plus ou moins éclaté. Et donc là, aujourd'hui, on est dans cette configuration où ils ne veulent plus ça. Et donc, ils veulent absolument... Et cette gauche qu'il faut mettre à l'amende, justement, tous les petits candidats. Donc, c'est important que depuis qu'il y a eu... Donc, on a créé le Front de gauche. Donc, Mélenchon, il avait claqué la porte, vous savez, hein, du Parti socialiste. Il avait créé son parti, Front de gauche, avec les fonds du Parti communiste qui, lui, était sur la pente descendante, il faut bien le dire. Hein, et donc, le Front de gauche a servi à catalyser, justement, toute la grogne d'après, en particulier, le référendum
de 2005 qui a été, on va dire, mortifère hein, pour le Parti Socialiste, puisqu'il y a une partie qui voulait voter oui, une partie qui voulait voter non. À l'époque, c'était Hollande qui était secrétaire général. D'ailleurs, lui était pour le oui. Hein, il a même fait la couve, le Paris Match avec Sarkozy, hein, pour le oui au traité européen. Et donc, dans son parti, il y avait des gens comme Fabius, par exemple, qui étaient pour le non. Et ce référendum, évidemment, a brisé un peu cette gauche, a brisé aussi les espoirs et on va dire, les convictions d'une grande partie de cette gauche qui définitivement a consommé cette rupture entre ce qu'on a appelé le socialisme, qui devenait plutôt d'ailleurs un social-libéralisme, et cette extrême gauche, elle, attachée à ses anciennes valeurs, vous savez, un peu NPA, Front de gauche. Alors, NPA, c'est la version pour les jeunes, et puis Front de gauche pour les gens plus âgés. Je caricature, mais je suis pas loin de la réalité. Et donc, ces organisations-là commencent à prospérer, on leur ouvre tout, etc. Voilà, mais je veux dire, Mélenchon, il a tous les accès, et dans l'élection, il a un rôle particulier. C'est les moutons perdus, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été perdus, en particulier dans cette période, qui ne votaient plus pour le Parti Socialiste. Il faut surtout pas qu'ils aillent voter Front National. Ah, parce qu'ils seraient... quand ils sont fâchés, les gens, ils peuvent faire n'importe quoi. Donc, on a mis un mec, Mélenchon, qui lui ramène le troupeau, on va dire, dans le bon chemin. Et au moment des élections, c'est à ça qu'il sert Mélenchon. C'est ramener le troupeau là où il faut. Et là, ils nous referont le coup, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, le Front National est très utile. Le Front National, certainement, arrivera au deuxième tour de l'élection. Puis celui qui sera contre, ils vont tous lui donner ses voix, même que ce soit le front de gauche ou machin, etc. Et le système, comme ça, restera en place. Alors, on me dit, n'as-tu pas les mêmes idées que le Front National ? Tu es contre l'immigration massive, tu es pour revenir à la nation forte, revenir à la monnaie nationale, redonner priorité aux Français en matière d'emploi, logement et prestations sociales entre la concurrence déloyale avec les autres pays. Tout à fait, mais la grande différence, mon cher, évidemment, parce que le Front National n'a pas de mauvaises idées sur tout, contrairement à ce qu'on croit ou ce qu'on voudrait nous faire croire. Au contraire, le Front National s'accapare presque toutes les bonnes idées, justement. Mais là où ça pêche pour moi, c'est que le Front National n'est pas sérieux dans la stratégie politique, puisque le Front National prétend arriver à cette souveraineté monétaire, économique, financière, etc., politique, et pourtant, il ne pose pas comme préalable de sortir de l'Union européenne. Et c'est là que ça pêche. Parce que si le Front National était sérieux, si le Front National pensait vraiment ce qu'on dit, là, eh ben, il mettrait en place, il l'inscrirait dans son programme noir sur blanc, et peut-être même bien au premier article de sa charte, pour expliquer que c'est le seul moyen d'appliquer ce programme. C'est pour ça que le Front National n'est pas sérieux. Après, les idées, autre chose. Ça, ce sont des idées. Évidemment, oui, les idées, là, oui, évidemment, oui, je suis pour une nation forte, évidemment. Mais c'est une nation forte, ça veut dire quoi? Une nation forte, c'est soit la nation forte, soit le mondialisme. Parce que là, le paradigme qui s'offre à nous, c'est celui-là. Il ne s'agit plus de choisir entre une nation forte et une nation faible. Il s'agit de choisir entre la nation et le mondialisme. Voilà. Et moi, je choisis la nation. L'immigration, oui, je suis contre l'immigration massive. Mais oui, clairement, oui, je pense que c'est une erreur de penser qu'on va pouvoir ramener, d'ailleurs, pour quelles raisons, qu'on nous explique, des centaines de milliers de gens venus d'autres pays, à qui il va falloir, en plus, prodiguer des soins, loger, héberger, et que ces gens-là devront s'intégrer dans la société, ça va être très compliqué, qu'il y a un rejet, puisqu'on n'a même pas demandé l'avis aux autochtones s'ils étaient d'accord. Donc oui, je pense que l'immigration massive, après ce qu'elle a produit, il faut aussi faire le bilan, parce que l'immigration massive, on dit vous êtes contre. Ben, je suis contre, parce que le bilan, là, déjà, il suffit de voir le bilan aujourd'hui de qu'est-ce que ça a produit l'immigration. Hein, voilà, alors oui, on va me dire, ils ont rebâti la France, machin, je connais ce discours-là. Hein, mais c'est pas ça le fond, c'est qu'est-ce que ça a produit. Ça a produit qu'on a une société communautarisée, ça a produit des fractures de plus en plus profondes au sein de la société, que ça a miné toute forme de cohésion. Moi, je pense que non, il faut arrêter les dégâts, bien sûr, il faut arrêter les dégâts de ce point de vue-là. Et surtout que cette immigration, encore une fois, un sujet qui n'est même pas aux mains et sur le bureau du gouvernement, puisque c'est la commissaire aux libertés
hein, machin qui décide. Donc voilà pourquoi le Front National n'est pas sérieux. C'est pour ça que non, pour moi, ce n'est pas une alternative crédible. Maintenant, les idées défendues, je suis désolé, il y a d'autres partis qui défendent ces idées-là. Il n'y a pas que le Front National. Alors, penses-tu que Internet pourrait être censuré chez nous un jour? Non. Pas pour le moment. Mais c'est dur. Qu'est-ce que ça veut dire censurer Internet? Censurer des sites, ouais. Couper la technologie, non. Non. Alors, à moins guerre nucléaire, machin, vraiment, il y aura un événement qui sera la conséquence d'un événement plus grave. Mais en soi, non. Pas le couper le matin. Ah bah tiens, plus d'Internet aujourd'hui pour la France. Non, ça non, j'y crois pas. Aujourd'hui, Internet fait partie de l'économie complètement. Il n'y a pas que des conspis sur Internet. Vous savez, même Air France, ils ont besoin de l'Internet. EDF, ils ont besoin de l'Internet. Tout le monde a besoin de l'Internet. Hein, donc, on va pas couper une technologie comme ça du jour au lendemain. Non, c'est quasiment, c'est impossible. Je veux dire, à part un événement plus grave, voilà, il y a une guerre nucléaire, là, peut-être machin. Mais dans ce cas, c'est une guerre nucléaire, bon, ça veut dire qu'il y a des problèmes plus graves. Mais sinon, non, on ne coupera pas Internet, faut pas rêver. Alors, ne penses-tu pas que ce changement de nom de l'UMP, que la France va tendre vers un système double parti comme aux USA avec les démocrates et les républicains? Ben, c'est ce qu'ils rêvent de faire, bien sûr, bien sûr. Ben, on tend vers ça, bien sûr. Et c'est ce qu'ils rêvent de faire, de calquer ce système à l'américaine, le bipartisme, comme ils disent. Alors, penses-tu que le parti de Macron, penses-tu que les gens seraient capables de voter pour lui? Bah, il serait vraiment con. Mais bon, il y a pas mal de cons aussi. Mais voter pour lui, je crois pas. Macron, mais j'attends franchement, mais j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Il aura la couverture médiatique, il aura les médias avec lui, mais les médias, ça ne fait pas tout. Aujourd'hui, les médias, ça ne fait pas tout. Pour quelqu'un comme lui, je parle. Oui, bah c'est Macron, il y a tous les médias, il couvre, il va péter dans sa salle de bain, il y aura toujours un article dans Le Monde, mais je veux dire, c'est pas ça qui va faire le succès de son entreprise. On verra sur la longueur. Mais Macron, c'est quand même le libéral au sens tout ce qu'il y a de plus péjoratif, hein, évidemment. C'est au sens qu'on lui donne actuellement, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui représente la banque, la finance, tous les aspects, je veux dire, qui provoquent cet agacement que l'économie soit aux mains de ces gens-là. Donc maintenant, il se met en politique, il crée son parti. Moi, j'y crois pas une seconde. Franchement, à part quelques intéressés, les dents longues comme ça, il va falloir la moquette parce que sinon le parquet va faire long feu. Je vois pas quel genre de profil de gens peuvent s'intéresser à Macron pour aller au point de penser qu'elle est dans son parti, quoi. Ouais, ouais, à part si on cherche des places. Là, probablement, il y a de la place. Quelle est ton analyse sur la possibilité d'un Brexit? Ben, si la Grande-Bretagne arrive à sortir de l'Union européenne, le curseur sera désormais du côté des anti-européistes. Ça va être quand même un sacré coup de semonce dans cette Europe. Si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, hein, ce serait un véritable tsunami, quelque part, et qui risque d'être contagieux. Hein. D'ailleurs, c'est ce que veulent éviter les autorités européennes. Ils ne veulent pas, absolument pas, que la Grande-Bretagne sorte, parce que une sortie de la Grande-Bretagne pourrait très bien entraîner une sortie d'autres pays. Donc, c'est pas leur intérêt de faire ça. Vraiment pas. Alors, le mois dernier, le pape et le patriarche de Moscou se sont rencontrés cordialement à Cuba. Pour la première fois, cette rencontre est-elle purement anecdotique? Bah, pas de réponse, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il faut voir ça, mais tant mieux, si c'est des dialogues interreligieux, comme on dit. Après, je ne sais pas comment il faut le prendre, parce que si c'est le Vatican que nous a décrit Laurent Glosy, oula. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui serait bon pour nous devant la démocratie que nous connaissons actuellement, une forme de totalitarisme égalitaire indépendant? Bonne question. Moi, je pense qu'à l'état de la France actuelle, il faut presque du totalitarisme. Mais bon. Enfin, il faut peut-être un mec qui remette de l'ordre sévère. Donc, en tout cas, il ne faut pas que ce soit quelqu'un, on va dire, de trop mou dans l'action, quoi. Il va y avoir une action ferme. Parce que là, l'exigence et le niveau de décision qu'il va falloir prendre pour redresser le pays,
va falloir quelqu'un qui lâche pas, qui soit ferme, qui n'ait pas peur. Alors, une petite théorie du complot sur ce qui peut arriver en France. On a beaucoup d'éléments, qu'ils soient socio-économiques, le matériel d'aujourd'hui ou l'état du naturel, terre agricole par exemple. J'en ai déjà parlé à plusieurs personnes et beaucoup ont la sensation ressentie qu'il va se passer des choses, le fameux sixième sens, bonnes ou mauvaises, mais des choses ayant un impact sur tout le monde. Et sans avoir les éléments de la situation, les croyants parlent beaucoup de fin du monde. Les économistes de l'économie, etc. Il faut pas dans le tableau. Et il n'y a pas de questions. C'est magnifique. Les gens ils te font 10 lignes, il n'y a aucune question. Se rappelle que c'est le chat question. Le chat commentaire, c'est l'autre, le public. Mais sinon, oui, on parle tous de fin du monde. Et ben moi, ce que j'en pense de ce que tu viens de dire, c'est que à force de tous penser la fin du monde, ben forcément, on la matérialise par la pensée. Elle arrive parce que on y pense. C'est nous qui faisons en sorte de penser la fin du monde. Et à force de penser en fait que c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, eh ben, vraiment, ce sont les prophéties autoréalisatrices, vous savez, à force de matérialiser en fait cette pensée de fin du monde, qui en plus est encouragée avec les films et les machins, etc. Tout le monde en parle, voilà, tu me dis, tout le monde en parle autour de toi, etc. Et ben, tout ça se matérialise et finalement, c'est ça qui va arriver parce que nous aurons voulu que ça arrive. Moi, c'est comme ça que je le sens, parce que fin du monde, sinon il n'y a aucune raison. Hein. Une fin du monde, à la limite, moi, plutôt qu'une fin du monde, si vous me demandez un sentiment de sensation généralisée, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une phase de changement des esprits, et qu'il y a une ouverture, et si on parle d'apocalypse, l'apocalypse, ça veut dire la révélation. Et bien en ce moment, c'est plutôt la révélation, c'est-à-dire que c'est ce monde caché, finalement, qui était devant nous depuis tellement longtemps, et que nous ne pouvons pas voir, et tout d'un coup, parce qu'on nous a formés, c'est vrai qu'Internet y est beaucoup pour ça, nous a permis d'entrevoir des choses qui n'existaient pas, et finalement, c'est notre vision du monde qui est en train de se modifier, et donc le monde se révèle à nous. Et dans ce sens-là, c'est vraiment l'apocalypse. Voilà, donc on va faire la pause, puisque je crois qu'on est prêt, je vois rien, je sais pas, oui, c'est good. Donc, on va faire la pause. On revient juste après, et normalement, vous êtes encore là, vous restez connectés, c'est sur Meta TV, à tout de suite.